Donc au programme du jour, je le disais, une intervention sur le transport des sédiments grossiers et l'état écologique des fleuves, donc avec une intervention à trois voix, Alexandre Peters, Ulrich Navratil et Hervé Piéguet. Tous trois appartenant au laboratoire Environnement Ville Société du CNRS, voilà, qui auront un temps d'intervention d'une trentaine de minutes. On aura ensuite la chance d'avoir deux regards extérieurs à l'observatoire. Tout d'abord, un témoignage de Frédéric Liébaud, qui est directeur de recherche à l'INRAE IGE, voilà, et qui est spécialiste du transport grossier, notamment sur les rivières torrentielles. Et puis un témoignage de Benoît Terrier, donc qui est référent hydromorphologie à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée, donc qui nous apportera un éclairage plus opérationnel. Voilà. Et puis, comme d'habitude, ce sera suivi d'un temps d'échange avec les participants. Hervé, c'est à vous. Merci beaucoup Bertrand pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement aujourd'hui on va parler de gravier et de galets, comprendre le transport des sédiments et tout ça en lien avec l'amélioration de l'état écologique des fleuves. Le- on a prévu au menu quatre points, un peu de définition pour commencer, après la question de la mesure du charriage, l'évaluation de la qualité des habitats aquatiques et riverains, puis on reviendra sur le lien avec la dimension écologique, et puis, in fine, quelques conclusions et des perspectives. Donc, qu'est-ce que c'est que le charriage ou le transport des sédiments grossiers? Ben, vous les avez sous les yeux là. Quand on parle de transport solide, on distingue principalement deux champs. Les sédiments relativement fins, argile, limon, sable fin et moyen, qui sont transportés dans la masse d'eau. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qui est transporté au fond du lit. Et c'est dans cette charge de sédiments grossiers et transportés ou globalement comme une sorte de tapis roulant, et c'est ce qu'on appelle véritablement le charriage, où avant que le transport solide total se fait, on peut avoir un transport solide dit partiel, où les premiers éléments commencent à être mis en mouvement par saltation, roulement, glissement, etc., jusqu'à ce que finalement l'ensemble soit mis, soit mis en mouvement. Et donc c'est ça la charge de fond, le charriage, le transport des sédiments grossier qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, pourquoi s'intéresser au gravier et au galet? Ben, les enjeux du transport des sédiments grossiers sont importants. Il y a notamment tout ce qui concerne le risque pour les ouvrages et leur gestion, notamment à travers l'érosion de berge, hein. Vous avez un exemple d'érosion de berge ici au niveau de la Via Rona, mais ça peut toucher des ponts, ça peut toucher des digues, ça concerne également le champ captant. Il y a aussi la question du risque inondation. C'est-à-dire que la modification de la géométrie du lit, puisque cette géométrie se conçoit, se dessine dans la charge de fond, ben, peut impacter la ligne d'eau. S'il y a trop d'exaucement, si les galets sont peu mis en mouvement et qu'une végétation s'installe, que cette végétation filtre les sédiments fins, là aussi, il y a une modification de la capacité d'écoulement du cours d'eau et il y a véritablement un risque d'inondation. Le sédiment peut se déposer également dans les retenues. On a des problèmes potentiels de stockage des retenues, des problèmes liés aux voies navigables également. Il y a un lien direct entre la charge de fond et le niveau de la nappe, et donc il y a des enjeux associés à la ressource en eau. Pour finir, il y a également ben, des enjeux concernant le bon état écologique des cours d'eau. Et là, on a repris une diapositive permettant d'illustrer ces éléments-là. La charge de fond, bah, c'est à l'intérieur de cette charge que se dessinent les habitats aquatiques, notamment les faciès d'écoulement, des secteurs avec des eaux rapides, peu profondes, des secteurs au contraire avec des eaux un peu plus lentes, plus profondes, avec des contextes granulométriques différents. Et puis il y a également une mosaïque d'habitats riverains, les bancs, mais ces bancs se végétalisent et laissent cours en fait à toute une série d'unités végétales qui s'expriment sur des gradients successionnels. Et puis le troisième temps, eh bien, c'est que cette masse d'eau est en lien également avec l'écoulement hyporéique. Il y a des échanges de matière qui se font entre le lit caillouteux et la colonne d'eau qui peuvent avoir des effets sur cette capacité d'échange. Donc le fleuve, c'est
son transport solide a été fortement perturbé et ceci a eu en effet cascade des effets sur les habitats. Donc il y a différentes phases d'aménagement, notamment les aménagements Girardon que vous avez là sous les yeux sur cette illustration, qui a été à l'origine de digues, d'épis, de casiers, qui étaient là pour concentrer l'écoulement dans un chenal unique. Et ça a eu des effets morphologiques extrêmement importants. C'était à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et puis il y a une deuxième phase, c'est les aménagements hydroélectriques en dérivation, les aménagements entre autres CNR, avec un canal parallèle au Rhône. Et donc ce Rhône, on l'appelle le Vieux Rhône ou le Rhône court-circuité. Et là aussi, il y a eu toute une série d'effets morphologiques associés. Puis il y a d'autres perturbations, et j'insisterai notamment sur les fosses de rétention aux confluences. Vous avez ici l'exemple de la confluence de la Drôme, l'embouchure de la Drôme, où le galet, le gravier qui arrive de cet affluent est stoppé en fait sur cette fosse et il est extrait à intervalles réguliers pour que la charge ne rentre pas en fait dans le cours principal. Mais il y a eu d'autres effets comme les barrages sur les affluents, les extractions de granulats. Donc tout ça par effet cascade. Il y a une diminution des apports sédimentaires sur le fleuve et notamment à l'aval de Lyon. C'est sans doute là qui est le secteur qui est le plus impacté, avec de fortes modifications morphologiques, des enfoncements de lits, une déconnexion des bras secondaires et un pavage du lit, c'est-à-dire qu'un fond de lit qui est devenu, du fait du déficit sédimentaire, de plus en plus grossier. Puis on a quelques secteurs où il y a encore un transit sédimentaire. On verra pour l'approche sur les effets de la restauration. Ces secteurs sont assez importants. Vous les avez en vert là, donc juste à l'amont de Lyon et notamment nourris par les apports sédimentaires de l'Ain et puis à l'amont de la retenue de Génissia qui est nourrie par les apports sédimentaires notamment de l'Arve. Et vous avez un secteur jaune entre les deux qui est un secteur qui est en voie d'ajustement et en voie de transformation parce qu'il n'y a pas eu d'aménagement Girardon à cet endroit-là, mais il y a eu les aménagements hydroélectriques de la deuxième partie du XXe siècle. Donc cette modification morphologique entraîne véritablement une forte dégradation des habitats. Donc, à la suite de cette perturbation, de cette altération des habitats, on a engagé une restauration du fleuve qui est aujourd'hui de plus en plus fondée sur les processus. Et là, on reviendra sur deux points. Donc, ça s'associe à une réinjection sédimentaire. Cette réinjection sédimentaire, elle est là pour réinitier un transport solide. Il y a différents secteurs où on a réinjecté des sédiments et elle s'accompagne d'une deuxième facette, c'est le démantèlement des casiers Girardon et notamment pour favoriser l'érosion des berges qui est un processus lui-même à l'origine d'entrée de sédiments et de redynamisation du fleuve. Donc là, je cède la parole à Alexandre sur le deuxième point de la présentation. Oui, merci Hervé. Donc, nous allons maintenant nous intéresser à comment mesurer le charriage sur le Rhône, donc qui, on vient de le voir, présente certaines spécificités en termes de taille et d'anthropisation. Donc, tout d'abord, nous allons quantifier le charriage par traçage sédimentaire. Donc, la technique consiste ici à taguer des galets, des graviers à l'aide d'une puce électronique qui possède un identifiant unique, ce qui va donc permettre de géolocaliser les galets lors des prospections et d'identifier chaque particule après une série de crues. Donc, il faut savoir que la prospection sur le Rhône est relativement chronophage du fait de sa taille et donc va nécessiter de travailler et en bateau et à pied, comme on peut le voir sur ces illustrations. Tu peux lancer la vidéo, peut-être, Bertrand. Merci. Donc, deux techniques sont utilisées ici. Donc, à gauche, on a ce qu'on appelle les RFID, donc les tags passifs qui ne possèdent pas de batterie, donc ce qui va leur conférer une durée de vie quasi illimitée. Mais en contrepartie de cet avantage, en fait, ils ne pourront être détectés qu'à une distance limitée, à peu près 60-80 cm. Donc on peut voir le type de prospection qui est réalisé en bateau ici, par une image drone. Et à votre droite, ici, donc, on a les tags actifs qui, eux, possèdent une batterie, ce qui va donc leur donner l'énorme avantage de pouvoir être détectés à des distances beaucoup plus importantes, de l'ordre de 60 à 80 mètres à l'air libre,
Mais par contre, du fait de cette batterie, en fait, ces tags vont avoir une durée de vie limitée, on va dire à peu près 5 ans selon la fréquence d'émission du pit tag. Donc, on peut passer à la suivante. Donc, on peut voir ici sur cette carte les différents sites qui ont été suivis dans le cadre du programme OSR. Donc, 5 d'entre eux vont concerner des travaux de restauration. Donc, on a 4 projets de réinjection sédimentaire, donc à Chautagne, à Péage de Roussillon, Belle-Logis 9 et Donzère-Mondragon, et un projet de démantèlement des casiers Girardon à Péage de Roussillon également. Donc, à côté de ça, on a également 2 sites, donc sur Miribel, qui vont servir de points de référence, mais qui vont également cibler d'autres problématiques, comme on le verra par la suite. OK? Alors, on va montrer d'abord tout de suite un exemple. En fait, on est ici sur le vieux Roche de péage de Roussillon, où une réinjection sédimentaire a été réalisée en 2017. Donc, pour suivre cette réinjection, 991 traceurs ont été déployés au niveau du site de réinjection. C'est-à-dire qu'il y avait 80% qui ont été réinjectés sur le merlon de réinjection et 10% en bordure de ce merlon. Donc, par la suite, une première prospection a été réalisée en août 2017, donc à la suite d'une courte période hydrologique marquée par une petite crue morphogène. Donc on peut voir ici qu'il a atteint 500 mètres cubes par seconde, donc on est proche du débit critique de mise en mouvement des particules. Et donc parmi les 82 traceurs qu'on a retrouvés ici, bah, seuls 12% ont été mobilisés sur des courtes distances. Donc deuxième relevé ici en bras, il a fait suite à une période hydrologique marquée par des crues plus importantes et plus nombreuses, donc ce qui a entraîné une mobilisation généralisée. Donc on a 100% des traceurs qui ont été mobilisés ici sur une distance moyenne de à peu près 400 mètres. Et enfin, troisième période en rouge ici, oui, elle va confirmer cette tendance et donc elle va permettre de voir que les traceurs se sont dispersés sur à peu près 3,5 km en 5 ans. Mais on peut voir que la mobilisation, donc on peut voir que la mobilisation ici, elle n'a pas été totale. Donc, on a à peu près la moitié des traceurs qui sont venus se piéger sur ce grand banc de convexité en rive gauche, où ils ont parcouru des distances beaucoup moindres, voire nulles, en fait. Leur progression a donc été ralentie par cette forme, en fait. Donc, grâce à ces différentes données, on va pouvoir calculer des vitesses moyennes de déplacement des traceurs. Donc, si on tient compte des distances parcourues et du temps écoulé en crue, c'est-à-dire le temps lorsque le débit de mobilisation est atteint, on va obtenir une vitesse moyenne pour ce site de 15 cm par heure. Mais en fait, cette vitesse moyenne, elle va cacher des disparités selon les différentes formes fluviales. Donc, sur le chenal principal, on a 23 cm par heure. Sur les bords de convexité, on a 4 fois moins, donc 6 cm par heure. Et dans le chenal secondaire, on est carrément un ordre de grandeur plus bas, donc on a 1 cm par heure. Alors, de la même manière, on va pouvoir comparer les distances de transport entre différents secteurs du Rhône que l'on a étudiés ici. Donc, sur ce graphique, on a utilisé ici en abscisse une métrique hydraulique qui s'appelle l'excès de puissance adimensionnelle cumulée. Donc, c'est-à-dire qu'on va additionner pour chaque crue, chaque période, la puissance effective de la crue et on va la normaliser par la largeur du fleuve ainsi que par la taille des sédiments. Donc, dans ce graphique, il apparaît qu'à énergie égale, ben, les sites qui sont dynamiques en vert vont montrer des distances plus importantes que les sites pavés en rouge et les bras secondaires en orange. Donc, on peut donc conclure ici que les sites dynamiques vont avoir une efficacité de transport plus élevée que les secteurs pavés et que les bras secondaires. Alors, un autre intérêt de ces données pour le gestionnaire de cours d'eau aussi, c'est qu'elles vont pouvoir servir à nourrir des modèles de propagation du panache de sédiments injectés. Donc, soit en termes de volume, si on s'intéresse au risque de comblement des barrages en aval, soit en termes d'épaisseur de la couche caillouteuse, si on s'intéresse aux habitats lithophiles. Donc, on peut voir sur cet exemple, sur le vieux Rhône de péage de Roussillon, que l'épaisseur moyenne, elle est encore d'à peu près 10-15 cm sur les 700 premiers mètres en aval de l'injection, 5 ans après la réinjection sédimentaire, mais qu'après 10 ans, ben, d'après la modélisation ici, la dispersion va plutôt tendre à réduire cette épaisseur et finalement rendre ces habitats relativement peu attractifs. Donc voilà le type sur la photo ici, le type d'habitat reconstitué qu'on peut obtenir quand on couple en fait la réinjection sédimentaire et le démantèlement des casiers Girardot avec une surlargeur.
Alors, un autre intérêt ici de l'utilisation des RFID, c'est d'évaluer l'impact des barrages sur le transport sédimentaire. Donc, le suivi dans le cas du barrage de Jonc ici a plutôt reposé sur l'injection de 100 traceurs dans la retenue du barrage en rouge. En haut à droite, vous voyez la photo en rouge, donc 100 traceurs injectés dans la retenue et également 100 traceurs en aval de la retenue en vert. Donc, sur la carte, on peut voir la localisation des traceurs 4 ans après leur mise en place. On peut voir qu'ils se sont bien dispersés au gré des crues sur plusieurs kilomètres et que en fait, toutes les classes granulométriques marquées sont mobiles, même celles qui étaient dans le réservoir. Seules les plus grossières, celles qui sont supérieures à 92 centimètres, ont des vitesses de transport moins marquées par rapport aux autres. Alors, enfin, une dernière application des suivis RFID ici, c'est l'étude des diffluences, en fait. Donc ici, 100 traceurs ont été mis en place de la diffluence de Néron, donc où le canal de Miribel va se séparer en deux bras, le vieux Rhône de Néron et le canal de Miribel aval. Et donc, il apparaît ici, suite au traçage sédimentaire, comme on peut le voir sur la droite, qu'on a 40% du flux sédimentaire qui va prendre la direction du canal de Miribel aval, tandis que 60% du flux va plutôt s'orienter vers le vieux Rhône de Néron, où les vitesses mises en évidence sont moins importantes. Alors, je vais passer la parole à Oldrich Navratil maintenant, qui va vous parler des géophones. Merci Alexandre. Comme Alexandre vient de nous présenter, vous présenter une approche pour mesurer le charriage ici à l'échelle particulière. Toutefois, si on veut rentrer un peu plus dans l'observation de la dynamique du charriage pendant les crues, il faut employer d'autres techniques de mesure. Et dans le cadre de l'OSR, on emploie pour cela depuis quelques années une approche basée sur la sismologie fluviale, comme présente cette diapo. En effet, lorsque le transport par charriage génère en crue de très nombreux chocs entre les particules, entre les particules et le fond du chenal, et puis ces chocs-là, ils vont générer des vibrations de faible intensité, de basse fréquence, qui vont se propager dans les berges. Et dès les années 90, il y a des chercheurs italiens qui ont été les premiers à identifier ces signaux sismiques liés au transport solide dans les torrents alpins. Et l'étude de ces signaux s'est ensuite largement développée dans d'autres contextes, donnant naissance à la sismologie fluviale. Donc, dans le cadre de l'OSR, on s'y intéresse pour évaluer la dynamique du charriage dans le Rhône, mais également de ses affluents, principaux fournisseurs de matériaux. Et à partir des travaux qu'on a menés à INRAE Grenoble sur les laves torrentielles, on a développé notamment un système de mesure qui va permettre de simplifier ces signaux qui sont souvent très complexes, hein, ces signaux sismiques, afin de faciliter les travaux de recherche et développer aussi des applications plus opérationnelles, donc appliquées aux hydrosystèmes. Pour mesurer cette activité sismique, on va utiliser des géophones, comme vous l'avez sur la diapositive, un géophone GS20DX. C'est un capteur constitué d'un petit aimant qui va bouger verticalement, celui-ci dans une bobine de cuve, et qui, en vibrant, au passage d'une crue, va générer un faible courant induit qui, lui, va pouvoir être enregistré sur une station de mesure. Ce géophone-là, il est fixé, enterré dans la berge à proximité du cours d'eau pour le protéger. Et puis, on a une centrale d'acquisition qui va récupérer le signal brut, l'amplifier, l'intégrer sur une bande de fréquence qui est propre à celle du charriage, autour de 10 à 80 Hz, et on va intégrer ce signal-là toutes les 10 minutes. Donc, ce signal sismique, il va être considéré comme une proxy du flux de sédiments charriés dans une section de mesure, une section de cours d'eau. Donc, ces stations d'enregistrement, elles vont être alimentées par une petite batterie panneau solaire. Donc, elles sont autonomes sur le long terme. Elles sont peu coûteuses, donc on peut les déployer à beaucoup d'endroits par rapport à des systèmes conventionnels qui coûtent plus de 3 000 € facilement. Celui-là, on est autour de quelques centaines d'euros. Ça va nous permettre de déployer en fait des stations, du coup, un réseau de stations de mesure sur le Rhône et ses affluents pour suivre le charriage. Et ce sont donc 14 stations qui sont aujourd'hui déployées sur le Rhône dans le cadre donc, de l'OSR. On a 10 stations, donc une dizaine de stations qui sont installées sur le Rhône, principalement pour suivre des secteurs dynamiques. Mais on a aussi quelques stations pour mesurer des secteurs témoins où on sait qu'il n'y a pas de charriage.
Et puis quatre autres stations sont installées sur des affluents, l'Arve, l'Ain, la Drôme et l'Ardèche. Les données de ces stations sont télétransmises donc par GSM et ou via d'autres protocoles type LoRa et sont envoyées sur une plateforme donc de données Open Datao qu'on a construit à cet effet euh, avec des collègues de l'INSA. Donc voilà, cet outil va nous permettre de surveiller des sites, intervenir rapidement lorsqu'il y a des crues, lorsqu'il y a un problème au niveau des stations. Et là, vous pouvez voir par exemple un exemple de signal sismique, donc intégré toutes les 10 minutes, enregistré sur l'Ardèche lors des dernières crues. Alors là, on a un autre exemple, donc tiré donc de signal obtenu sur le Rhône court-circuité à Chautagne pendant 3 fortes crues observées en 2023, donc qui atteignent à peu près 1500 mètres cubes par seconde. Ce secteur est encore dynamique d'un point de vue du transport solide. Et sur le graphique, donc sur ces séries temporelles, vous avez donc le débit en bleu et puis en rouge le signal sismique, donc notre proxy du charriage, et on observe systématiquement une augmentation de l'activité sismique, l'activité géophonique lors des crues. On a également un certain nombre, pas mal de bruit, bien entendu, environnant. Il va falloir, l'objet, ça va être de démêler un petit peu tout ça. Et donc, à l'aide de ces séries temporelles, on va pouvoir identifier des seuils. Là, c'est les petits points en jaune, à partir desquels donc on va avoir du charriage et donc estimer le seuil de charriage et sa variabilité temporelle ici, comme nous présente la box plot. Ce débit de charriage, il est compris entre 400 et 500 mètres cubes en fonction des événements. Il se situe un petit peu en dessous en fait du seuil critique de charriage théorique calculé qui était autour de 500 mètres cubes par seconde, mais il reste bien cohérent. Donc cette approche va nous permettre d'estimer, parfois de revoir ou de confirmer des estimations précédentes qui auraient pu être faites par des mesures ou par des RFID par exemple, ou des calculs théoriques site par site. Donc ces séries temporelles, elles vont nous permettre également d'étudier la dynamique du charriage pendant les crues. Cette dynamique peut être mise en évidence en étudiant des relations entre le débit en ordonnée ici et l'activité sismique pour chaque crue en abscisse. Donc là, on a l'exemple d'une seule crue qui est représentée sous cette relation, donc activité géophonique en fonction du débit. Chaque point va correspondre à une mesure à un instant donné, d'accord? Les points vont du bleu foncé correspondant au début de la crue jusqu'au bleu clair à la fin de la crue. Là. Voilà, donc c'est une crue qui fait à peu près 1500 mètres cubes par seconde. Et pour les débits situés en dessous de à peu près 800-900 mètres cubes par seconde, ces relations forment ce qu'on appelle des boucles d'hystérésis qui vont tourner dans le sens horaire. On peut donc en déduire qu'une grande partie en fait, de la charge de fond est transportée lors plutôt de la phase de montée de la crue, ce qui est plutôt cohérent aussi avec la littérature. Et maintenant, si on représente en fait toutes les crues sur le même graphique, donc là on vient placer en tout cas les 3 crues principales et des plus petites crues sur le même graphique activité géophonique en fonction du débit. Ici on a les couleurs donc qui varient du bleu foncé au bleu clair, ça représente le temps, mais par contre sur une période de 1 mois et demi de fin octobre à mi-décembre 2023. Donc, on peut arriver à distinguer, en tout cas, les différentes phases de charriage. Par exemple, ici, on va pouvoir identifier en dessous de 300 à 400 mètres cubes une première plage de débit où on va avoir un fort bruit, mais qui ne sera pas lié à l'activité sismique de la rivière. Plutôt le bruit environnement. Ensuite, entre 400 vers 400-500, je dis, on a le début du charriage. 400 à 900, on a un transport de charriage qui est plutôt partiel. Et ensuite, au-delà de 900 à 1000 mètres cubes par seconde, la variabilité du signal sismique diminue fortement, continue à augmenter. Et là, on est très probablement en présence d'un transport solide total. L'ensemble des galets et des graviers vont être en mouvement. D'autre part, on peut remarquer également qu'au fil du temps, l'activité géophonique pour un débit donné tend à légèrement diminuer, ce qui pourrait traduire en fait des effets de tarissement ou de grossissement de la masse charriée au fil du mois. Donc, d'un point de vue opérationnel, ces mesures offrent de nouveaux outils pour la gestion de la charge solide des rivières, des grandes rivières, que ce soit pour la gestion des seuils transversaux comme des barrages. Par exemple, dans le cadre de l'OSR, ici,
Le suivi de l'activité sismique fluviale en aval du barrage de Jons permet aujourd'hui d'identifier des conditions hydrologiques de crue, mais également des conditions de manœuvre des vannes du barrage qui vont faciliter le passage des sédiments grossiers à travers l'ouvrage. Dans le cadre de suivi long terme, cette technique permettra également de mieux évaluer la durée de vie et l'efficacité aussi d'opérations de recharge sédimentaire ou de travaux de restauration mis en œuvre dans les cours d'eau, comme ici dans le vieux Rhône, le Rhône court-circuité à Bex-Logis 9, où il y a eu 3 zones de réinjection sédimentaire. On a implanté des géophones au niveau de ces trois localisations et on observe donc du signal sismique au niveau de ces 3 stations. Et donc les données nous montrent clairement que pour les fortes crues, on a une activité sismique, donc on a un charriage efficace des sédiments réinjectés. Et donc en suivant ces réinjections sur le long terme, on pourra avoir des informations quant au transfert en fait de ces masses sédimentaires. Et enfin, cette méthode offre la possibilité d'identifier les secteurs de cours d'eau où le transport solide est actif et désiré, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais aussi ceux où il est absent ou très limité. C'est particulièrement utile dans un cadre de surveillance de la charge de fond, lorsque ce transit n'est pas souhaité. C'est le cas, par exemple, ici, en amont de Lyon, où l'on observe très nettement du charriage sur le canal de Miribel, au niveau de Saint-Clair, alors qu'il n'y en a pas, ou très peu en tout cas, pas observé au niveau de la fosse de la Fessine, juste à l'entrée de la métropole de Lyon, donc dans le Rhône total. Et je redonne la parole à Alexandre. Merci Ulrich. Donc, nous allons maintenant nous intéresser aux habitats aquatiques et riverains du fleuve. En ce qui concerne les habitats aquatiques, nous les avons évalués en quantifiant donc, le remplissage interstitiel du fond caillouteux au niveau des radiers, comme on peut le voir ici sur notre collègue Robinson en action. Donc, pour ce faire, en fait, les échantillons ont été prélevés à l'aide d'un échantillonneur cylindrique de type McNeil et ils ont ensuite été traités en laboratoire via un tamisage et une filtration des matières en suspension pour en déterminer leur distribution granulométrique complète, en fait. Et donc, on va pouvoir par conséquent déterminer la part de sédiments fins de la masse totale de chaque échantillon, ce qui va en fait constituer notre proxy de colmatage. Ce travail a été réalisé sur 10 stations le long du Rhône, lors de 12 campagnes d'échantillonnage réparties en 3 ans. L'objectif, c'était vraiment d'évaluer la dynamique de remplissage interstitiel au niveau de sites restaurés, donc ce qui impliquait de les comparer non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. C'est pourquoi on les a comparés avec des sites de contrôle qui peuvent être tant pavés que dynamiques, voire dynamiques qui sont en cours de pavage, comme on peut voir sur ces 4 exemples photographiques. Et donc, en termes de résultats, il ressort de ce travail que d'abord le pourcentage brut de sédiments fins, il va être compris entre 1 et 27% selon les stations. Donc cette variabilité, elle va être plus marquée que la variabilité dans le temps. Donc la variabilité entre les stations va être plus importante que la variabilité dans le temps. Et donc on a également remarqué que les paramètres stationnels et longitudinaux avaient une influence très marquée en fait sur le degré de remplissage interstitiel. Donc, c'est en réalisant une matrice de corrélation qu'on est arrivé à ce constat. Et on a donc pu retirer en fait ces effets stationnels et longitudinaux en réalisant une régression quantile sur base de ces paramètres, ce qui a donc permis de mieux mettre en évidence en fait les différences entre les stations pavées, pavés dynamiques, etc. Et donc, en retirant l'effet stationnel et l'effet longitudinal, il va donc apparaître que, de manière générale, les stations avec un lit dynamique, donc représenté en vert ici, vont avoir des degrés de remplissage interstitiel moins importants que les stations dynamiques en cours de pavage en vert clair, que les stations avec réinjection sédimentaire en bleu, et les stations qui auront le degré de remplissage interstitiel le plus important seront les stations représentées ici en rouge, donc les stations pavées. Et je vais rendre Donc, la parole à Hervé ici.
Merci Alexandre. Donc effectivement, Alexandre a introduit un premier travail qui est fait sur l'évolution de l'habitat, notamment à l'interface entre l'hyporéique et les écoulements de surface. Mais on travaille également sur les habitats aquatiques, j'y reviendrai, et sur les habitats riverains. Et au-delà de comprendre la transformation des habitats, on essaye maintenant de plus en plus de relier ça également avec les dynamiques écologiques. Et là, on voulait partager avec vous un travail que coordonne Philippe Johnson qui est tout récent et qui permet aussi de montrer comment on peut travailler sur le Rhône, où on peut comparer des sites de référence, notamment dans le secteur de Jons ou sur certains tributaires, où on a des sites avec transport solide, des RCC avec transport solide, et puis des sites restaurés. Vous les avez en bleu là, ou des sites altérés. On parle de sites de contrôle, là, dans l'exemple qui vous est donné, sans transport solide. Et donc, quand on regarde les secteurs restaurés dans les RCC sans transport solide, c'est-à-dire les sites restaurés ou les sites altérés, ben on retrouve rapidement les conditions altérées avant les crues. Ils perdent très vite leur caractère pionnier et ont une moindre hétérogénéité des habitats. Et ça, on le voit très bien, notamment, par exemple, avec moisture, l'humidité. Vous voyez que vous avez les sites de référence qui sont en bas, faibles, humides, et puis les sites de contrôle altérés sont en haut. Et entre les deux, vous voyez la restauration année 1, la restauration année 2, la restauration année 3. Ben, vous voyez très bien qu'en année 1, ils sont très proches des sites de référence. En année 3, ben, ils se rapprochent très vite des sites altérés. Et donc, on se rend compte en fait que finalement, la restauration crée des conditions relativement éphémères s'il n'y a pas de transport solide. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup à lier en fait la restauration de ces milieux où on intervient mécaniquement en quelque sorte pour les réabaisser, les restaurer en tant qu'habitat pionnier, mais les maintenir dans un contexte où existe du transport solide. La diapo suivante, donc sur les conclusions et les perspectives. Donc, d'un point de vue scientifique, on voit maintenant, on sait depuis le début de l'OSR que les changements fluviaux sont maintenant bien connus. On voit bien les effets des différentes phases d'aménagement. On sait aussi comment le fleuve réagit en termes de transport solide. Et tout le travail sur la métrologie des flux hein, à des échelles locales, les suivis RFID, les bilans sédimentaires, les granulométries, mais aujourd'hui aussi les géophones permettent de bien comprendre en quelque sorte comment le fleuve réagit au processus de restauration. Et tout ça, on l'intègre parce qu'on comprend aujourd'hui que potentiellement, les effets du changement climatique vont venir finalement perturber ces phénomènes de réparatoire. Et donc, en même temps qu'on aborde à une échelle très locale ces flux, on a une démarche également collective et c'est coordonné par Mathieu Fressard, Clément Fabre, Fabio Schneider notamment, d'essayer à partir de modèles numériques, vous avez quelques illustrations à l'écran, d'essayer de comprendre le transit sédimentaire depuis les affluents et quels vont être les effets cascades dans différents scénarios de changement climatique. Et les deux se nourrissent l'un l'autre en quelque sorte pour essayer de dessiner en quelque sorte le futur du fleuve. Et en même temps, on a une nécessité d'évaluer la réponse écologique. Je vous ai montré les bancs de galets, on a vu aussi les aspects interstitiels, et il y a la thèse d'Elisa Tass, là, en partenariat avec la CNR, qui démarre de manière à définir un protocole pour voir quelle est la réponse biologique du chenal à ces actions réparatoires, que ce soit sur la faune benthique et la faune piscicole. Et tout ça devrait être reconduit, reconstruit dans le renouvellement en fait du programme Rhoneco. D'un point de vue opérationnel, je pense que maintenant le fleuve, la connaissance du fleuve repose sur des données quantifiées. On a vu les distances de transport, les vitesses, le remplissage interstitiel. Je pense que le diagnostic est là. Et puis des références existent pour objectiver le succès des opérateurs,
des opérations, on a parlé d'indicateurs, on réfléchit au seuil au-delà desquels on peut être satisfait. Vous voyez que la stratégie avant-après, qui est assez commune sur le Haut-Rhône en termes de restauration pour évaluer le succès, vient se combiner à une stratégie contrôle-impact, parce qu'on a des RCC. Maintenant, on comprend mieux que les modifications des RCC sont variables de l'un à l'autre, et donc on peut avoir des RCC de référence avec transport solide, par exemple, que l'on compare avec des restaurations sans transport solide. L'autre élément intéressant, c'est que véritablement, je pense que c'est assez exceptionnel à l'échelle des grands fleuves du monde, voire des grands fleuves européens. Il y a véritablement une co-construction des actions avec les acteurs, et il y a un gros travail qui est fait dans le cadre de l'OSR, mais également au niveau de l'OHM en partenariat notamment avec Roneco et puis les autres actions qui sont en cours. Donc une co-construction sur la redynamisation des processus, l'accompagnement de la continuité sédimentaire, il y a eu quelques questions là-dessus dans le chat, et la gestion patrimoniale de la charge sédimentaire. Et puis le dernier point, les méthodes et les protocoles qui sont développés dans le cadre de l'OSR sont potentiellement réapplicables dans d'autres contextes hydrosédimentaires. Ces connaissances, elles ont été appliquées, par exemple, sur le Rhin, à l'aval de Kems. Les travaux qui ont lieu sur l'Ain se nourrissent également de la métrologie qui est faite sur le Rhône. C'est le cas aussi de la Dordogne. Et puis, dans un certain nombre de cas, c'est le cas aussi de la Garonne. Merci à toutes et tous. Quelques références pour aller plus loin qui vous seront transmises. Merci beaucoup à tous les trois pour votre présentation très 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 riche qui a déjà suscité un certain nombre de questions auxquelles vous avez déjà répondu pour la plupart. Donc on va avoir un temps de discussion d'un quart d'heure, 20 minutes maintenant et je propose tout de suite donc de laisser la parole à Frédéric Liébaud. Hervé, vous faisiez une ouverture sur le transfert, les comparaisons avec ce qui se fait sur d'autres bassins. Je pense que Frédéric, justement, va pouvoir apporter aussi ce regard-là sur les rivières et les torrents alpins. Frédéric, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Bertrand. Vous m'entendez? C'est tout Oui, bon? OK. Donc, je voulais remercier aussi mes trois collègues là, pour la qualité de leur présentation et la qualité des résultats là, qui ont été obtenus sur le Rhône. C'est vraiment intéressant tout ça. Donc, avec Benoît, là, on nous a demandé d'apporter un peu un regard externe et puis de lancer un peu la discussion sur ces questions de surveillance des graviers. Bon, donc moi, du coup, je vais vous dire quelques mots là sur ce qu'on fait à Grenoble en matière de mesure du charriage, hein, puisqu'on est assez nombreux à travailler sur le transport solide dans notre équipe de recherche là, à l'IGE, avec différents types d'approches, hein. On travaille pas mal en laboratoire. On a des dispositifs expérimentaux qui nous permettent de regarder un petit peu la physique des milieux granulaires, les phénomènes de tri granulométrique, les interactions entre le charriage et la morphodynamique, hein. D'un point de vue physique, le charriage, c'est très compliqué. On a aussi des activités en modélisation numérique, que ce soit à l'échelle du grain, à l'échelle du tronçon. Et puis on passe aussi pas mal de temps sur le terrain avec des dispositifs qui sont déployés sur quelques rivières alpines là, qui sont assez actives, assez dynamiques. On a aussi des dispositifs qui sont installés sur de petites ravines incisées dans les terres noires des Alpes du Sud. C'est notre observatoire Drex-Bléone là, qui fonctionne depuis, qui produit des données depuis une quarantaine d'années sur le transport solide, donc en contexte alpin. Alors les techniques qui ont été présentées par mes collègues, on les utilise aussi, hein. L'écoute sismique, elle est notamment déployée sur la Sèvresse, qui est un affluent du Drac, qu'Oldric et Hervé connaissent bien, hein, puisqu'on a eu l'occasion de faire des campagnes de mesures communes entre Lyon et Grenoble sur cette rivière. Les géophones, on les utilise aussi pour détecter l'occurrence de laves torrentielles sur les petits torrents, hein. Il y a plusieurs dispositifs comme ça qui ont été installés, notamment lorsque Aldrich était chez nous, il y a une quinzaine d'années maintenant. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà, c'est vrai que ces géophones sont vraiment très intéressants pour mesurer ces phénomènes de transport. Et puis, les traceurs RFID, on les utilise actuellement dans la haute vallée du Drac,
en amont de Saint-Bonnet-en-Champsaur, le tronçon du Drac qui a été restauré en 2014 par la Cléda et qui constitue un site emblématique de restauration du tressage à l'échelle des Alpes. Et là, on travaille avec Stéphane Petit, VO10 3D. Je ne sais pas s'il est connecté, Stéphane, mais on a injecté des traceurs RFID actifs qui nous permettent de regarder un peu comment la charge sédimentaire est transférée dans une grande plaine de tressage qui fait 10 km de long là, et qui assure un peu la zone tampon entre les zones de production en amont et le tronçon qui a été restauré. Et puis on utilise aussi d'autres techniques dont on n'a pas parlé ici, mais la mesure acoustique passive avec les hydrophones, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup à Grenoble. Il y a eu des développements récents, notamment en partenariat avec EDF et Burgé-Alpes. Et donc ces développements permettent notamment maintenant de jauger la charge de fond à partir d'un hydrophone qu'on positionne sur un flotteur et qui permet de faire une mesure intégrée à l'échelle de la section. Donc, et le gros intérêt aussi de ces mesures, c'est que il n'y a pas besoin de faire une calibration avec des prélèvements. Donc, ça, c'est quand même des choses qui sont intéressantes hein, pour pouvoir faire une mesure en continu de ces flux sédimentaires. Donc voilà, ça, pour vous dresser un peu un panorama très synthétique de ce qu'on fait sur Grenoble. Donc, vous voyez que les graviers, ils sont aussi surveillés près des sources sédimentaires du Rhône, hein, dans des environnements assez dynamiques. Alors, j'avais quelques questions là, à poser à mes collègues pour lancer la discussion. Bon, les résultats que vous nous avez présentés là sur le Rhône hein, montrent vraiment l'intérêt qu'il y a à combiner les traceurs RFID et les géophones pour caractériser les effets de la recharge sédimentaire ou caractériser la transparence des ouvrages hydrauliques. Mais est-ce que vous envisagez aussi d'utiliser ces données ou de compléter en fait les mesures pour essayer d'arriver à une quantification du flux charrier et notamment les effets des opérations de recharge vraiment sur les flux qui sont en transit? Donc ça, c'est un premier point. Et puis j'avais une question peut-être un peu plus générale, puisqu'on voit clairement hein, ces dernières années que les méthodes sismiques, les méthodes acoustiques sont vraiment destinées à devenir les outils de référence pour la mesure haute fréquence du charriage. Et on peut imaginer dans un futur assez proche que le charriage, il va être mesuré en continu sur de nombreuses rivières, comme on le fait déjà pour l'hydrologie ou pour les matières en suspension. Mais on n'y est pas encore. Ces méthodes sont encore en cours de développement pour la plupart d'entre elles. Il y a des problèmes qui se posent hein, en termes d'acquisition. Les dispositifs qu'on met en place sur le terrain peuvent être assez lourds et onéreux. Le traitement des données, il est quand même compliqué. On ne s'improvise pas du jour au lendemain sismologue hein, pour traiter ces données. Donc il y a aussi des problèmes liés au calibrage, à la calibration de ces mesures. Donc peut-être d'un point de vue un peu plus général, la question que j'aimerais poser ici, c'est d'après vous, en fait, quelles sont les priorités de recherche sur lesquelles on doit travailler collectivement pour que ces méthodes-là, elles deviennent vraiment des méthodes standards qu'on puisse utiliser pour produire des chroniques en continu du flux sédimentaire. Et de ce point de vue-là, il y a aussi un vrai intérêt à travailler, comme tu le fais, Aldric, là, sur la simplification de ces mesures sismiques là, qui permettent notamment d'avancer pas mal vers la généralisation et le transfert de ces outils. Donc voilà un peu quelques éléments pour lancer un petit peu lancer un petit peu la discussion. Aldric, je vois que tu as ouvert ton micro, on te laisse la Ouais, parole. ouais, ouais, je peux quelques éléments, après mes collègues Ouais. compléteront, bien sûr. Sur les relations, il y a eu pas mal de questions aussi dans le chat. J'étais en même temps, j'ai essayé de répondre. Effectivement, alors pour l'instant, on n'a pas de calibration proprement dite entre un signal sismique et un flux charrier en tonnes par seconde ou en kilos par seconde. Ça, c'est un peu le Saint Graal quoi, pour les gens qui travaillent en sismo-fluvial.
Euh, une de nos approches là, actuellement, donc là pour l'instant, on a un signal sismique que l'on observe en berge. On l'utilise comme une proxy du charriage, du flux charrier. Mais bien sûr, on aimerait aller un peu plus loin. Plutôt que de dire, bah, il y a du charriage ou il n'y en a pas, on peut déterminer des débits de seuil de mise en mouvement ou éventuellement pas de charriage du tout quand ça nous gêne. Donc ça, c'est déjà rassurant, j'ai envie de dire. Euh, on met en place une petite manip avec Ginger Burgiap, avec Frédéric Laval actuellement, pour coupler en fait sur une station de Miribel, un canal de Miribel. On a installé deux géophones, un en rive gauche, un autre en rive droite, ce qui nous permet d'avoir une écoute stéréo en fait du flux charrier. Et Frédéric Laval et son équipe met en place en fait des cartographies acoustiques qui permettent, comme un jaugeage en fait de cours d'eau, nous permettent d'avoir une estimation du flux charrier à différents moments. Donc, à mon avis, l'évolution de la technique ira très probablement dans ce sens, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, très probablement pas en fait de méthode miracle qui nous donnera une estimation du flux charrier dans la rivière de la même manière qu'il n'existe pas de méthode miracle pour nous donner un flux d'eau en continu, en crue, dans n'importe quel cours d'eau. On passe par une proxy, c'est-à-dire la hauteur d'eau, pour le cas du débit. Ben là, nous, on passe par la mesure sismique que l'on viendra ensuite, à l'aide d'une courbe de calibration, tenter de corréler en fait avec un flux charrier. Voilà un peu là. Alors ça, c'est vite dit comme ça en mots, mais il faudra le développer, bien entendu, très probablement bah, sur des cours d'eau un peu comme le Rhône, mais sur des cours d'eau torrentiels, avec toi, Frédéric, tu vois, donc dans vraiment différents contextes. Et notre approche à nous, c'est d'arriver à simplifier ce signal, simplifier la métrologie pour disperser cette métrologie dans des contextes les plus variés possibles, pour observer surtout des crues morphogènes qui généralement sont très mal observées ou très mal mesurées. Voilà un peu notre philosophie pour après éventuellement les coupler avec du modèle. Il y avait la question de Bertrand juste avant. Pour continuer, tu as déjà apporté des éléments de réponse, Aldric, mais pour rebondir aussi sur les questions dans le chat, il y avait une question notamment du SM3A. On voit il y a beaucoup de méthodes différentes. Vous en avez présenté sur le Rhône, Frédéric en a évoqué d'autres. Qu'est-ce qui amène au choix d'une méthode plutôt qu'une autre? Et notamment là, la question portait sur le choix du géophone par rapport à l'hydrophone. Qu'est-ce qui l'a motivé? Oui. Alors, ce qui l'a motivé, c'était un peu d'où je venais. J'étais effectivement avec Frédéric Liébaud, on mesurait les laves torrentielles il y a une bonne quinzaine d'années dans les torrents alpins. On s'est rendu compte qu'à la fin des laves torrentielles, on avait un signal sismique qui continuait avec des bouffées de charriage. Et ce signal-là, on pouvait le mesurer. Donc assez naturellement, moi j'essaie de regarder un peu sur d'autres cours d'eau si on pouvait observer ces choses-là. Et il s'avère que oui, la littérature aussi nous le confirme. Alors après, je dirais l'avantage du géophone par rapport à l'hydrophone dans ce contexte-là, c'est que le géophone, on va le mettre sur berge, donc il sera aussi complètement protégé, si vous voulez, des crues fréquentes. L'hydrophone, son gros problème, c'est effectivement, il est dans l'eau, c'est intrusif comme méthode, et donc du coup, quand on a des fortes crues, des très fortes crues avec des érosions de berge, bon, là, le matériel risque d'être embarqué. Par contre, effectivement, l'hydrophone va pouvoir mesurer une charge grossière que le géophone ne pourra pas, notamment les fractions la plus fine, hein, le sable, le petit galet, ça c'est absent en fait du signal du géophone, il me semble. Très bien, merci. Hervé, vous voulez apporter un complément? Oui, je voudrais rebondir à la question que tu formulais là. En fait, les questions relatives au transport solide, elles sont multiformes. Elles peuvent être appréhendées avec différents outils. Et donc, effectivement, il faut bien formuler la question à laquelle on souhaite répondre, parce que c'est à partir de là qu'on définira les bons outils. Comme le disait tout à l'heure Frédéric, le suivi en continu de la charge de fond, c'est un enjeu qui effectivement est en débat, en discussion au sein de la communauté. On y travaille. On espère, et Aldric l'a dit, qu'on puisse évaluer le transport solide sur certains RCC. Mais en même temps, la question à court terme qui nous est posée,
c'est de pouvoir répondre, de savoir comment réagit plusieurs RCC à une recharge sédimentaire. Et donc là, il faut développer en quelque sorte une approche un peu low cost qui nous permet de dire, il y a du transport, il y a encore du transport, il y a de moins en moins de transport, il n'y a plus de transport. Et donc, la comparaison, l'intercomparaison avec le géophone de différentes sections où on sait qu'il y a beaucoup de transport, où on sait qu'il n'y a pas de transport, où on sait qu'il y a eu une injection, bah, permet d'avoir des indicateurs, somme toute grossiers par rapport à une mesure effective du flux, mais qui permet de répondre à des questions opérationnelles telles qu'elles sont formulées aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on soit innovant en termes de métrologie et qu'on combine différentes approches pour répondre aux questions scientifiques qui sont explicitement formulées. Eh ben, merci Hervé. Une bonne transition puisque les enjeux opérationnels, je propose de les aborder avec Benoît. Bonjour à tous, donc Benoît Terrier, je suis hydromorphologue à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Merci aux trois intervenants pour les présentations de qualité et à Frédéric donc pour ses réflexions. Moi, ce que je voudrais faire, c'est commencer par rappeler que le bassin Rhône-Méditerranée, c'est vraiment un bassin qui est très concerné par les problématiques de gestion et de restauration sédimentaire. On a un programme de mesure avec dedans une mesure qui cible spécifiquement la restauration des équilibres sédimentaires. Et on va trouver cette mesure sur 61 sous-bassins versants. Et c'est pas uniquement des bassins alpins, mais c'est aussi beaucoup de bassins versants sur le pourtour méditerranéen, en Occitanie, et même quelques sous-bassins aussi sur Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'Agence de l'eau, elle a sorti l'an dernier un guide sur l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion sédimentaire. C'est un travail qui a été piloté par Jean-René Malavoie. Voilà, il a essayé d'apporter, enfin, on a essayé collectivement d'apporter de la méthode sur le sujet. Hervé Piéguet, donc, qui a contribué, Frédéric Liébaud aussi, et puis même un certain nombre de gémapiens aussi. Et dans le guide, donc, on a proposé un logigramme par étape pour le déroulé, donc, d'un plan de gestion sédimentaire. Et une des premières étapes, enfin, la première étape du plan de gestion sédimentaire, ça va être de réaliser un bon diagnostic. Et là, on a vu dans les présentations des techniques qui permettent de mieux connaître les flux sédimentaires des sédiments grossiers, et c'est souvent un élément de connaissance qui est compliqué dans les études. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. On a aussi, par exemple, des incertitudes sur la transparence sédimentaire d'un certain nombre de barrages. Donc l'exemple qui était présenté là aussi, je pense qu'il va sans doute intéresser un certain nombre de gestionnaires. Alors sur le Rhône, on a un schéma directeur de gestion sédimentaire qui va être décliné donc en plan de gestion sédimentaire. Et donc toute la connaissance qui a été acquise dans le cadre de l'OSR, c'est quelque chose qui va directement alimenter ces plans de gestion sédimentaire. Il y a une synthèse qui a été faite au niveau du schéma directeur de gestion sédimentaire sur le Rhône, qui est vraiment une synthèse très très intéressante, très bien faite, donc, voilà, je recommande sa lecture. En tout cas, là, dans les travaux qui ont été menés, on voit que ça va venir aider dans le suivi, dans l'évaluation de l'efficacité des opérations de restauration. Ça va venir aussi interroger, enfin nous aider en tout cas à comprendre la durabilité de ces projets, notamment donc des projets de réinjection sédimentaire. Et donc ça, c'est important. Dans le guide plan de gestion sédimentaire, on a eu la volonté de faire le lien entre la morphologie, le fonctionnement hydrosédimentaire des cours d'eau et l'écologie. Parce qu'en fait, ce lien, on s'est rendu compte qu'il était souvent absent des études sur les plans de gestion sédimentaire. Et donc, pour faire ce lien, on a aussi proposé des indicateurs morpho-écologiques, donc qui essaient de proposer une traduction écologique au travers de la notion d'habitat. Et là, dans ce qui a été présenté dans le cadre des travaux là, de l'OSR, là aussi c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en fait ce lien entre les sédiments, nos travaux, etc., et la traduction sur les habitats aquatiques et sur la réponse biologique, c'est quelque chose, en tout cas dans la plupart des plans de gestion sédimentaire qu'on a pu voir sur le bassin, qui était assez difficilement appréhendé, voire absent dans bien des cas. Alors moi, j'avais justement une question sur, voilà, voir comment en fait ce lien pouvait être fait par rapport entre ces travaux sur l'OSR et l'évaluation donc de la réponse biologique. Donc Hervé, tu as répondu un peu à cette question en parlant donc de cette thèse qui est à venir et puis du programme Roneco. Voilà, c'est peut-être que ça peut suffire. Et après sur les géophones, j'avais peut-être une question puisqu'on voit qu'il y a c'est quelque chose qui semble assez intéressant, une technique non intrusive, low cost, etc. Ce que je me demande, c'est
à quel pas de temps on pense qu'on va pouvoir passer finalement de la recherche à quelque chose dont les bureaux d'études vont peut-être pouvoir se saisir, ou même des GEMAPiens qui voudraient commencer à instrumenter peut-être certains cours d'eau, certains torrents sur lesquels se posent des questions voilà, du charriage. Euh, voilà. Comment on envisage la suite par rapport à ça? Alors, dans le chat, je crois qu'il y a déjà peut-être quelques réponses qui ont été apportées par rapport à ça. Je ne sais pas jusqu'où on est allé dans le chat. Merci Benoît. Hervé ou Alexandre Oldric? Je vais peut-être répondre pour la première question, redévelopper un petit peu par rapport à ce que disait Benoît. Je pense que là, l'un des grands enjeux maintenant sur le Rhône, c'est effectivement au-delà de la réponse des habitats, c'est véritablement d'avoir une idée de la réponse écologique. Alors, c'était pas si simple d'aller, et c'est pas encore si simple d'aller à la réponse écologique, parce que encore fallait-il savoir quelle est la modification des habitats. Parce que tant qu'on n'a pas ça, on peut pas savoir, on est aveugle en termes de stratégie d'échantillonnage. Et les injections, elles étaient relativement faibles jusqu'à maintenant. Et donc, la charge commence tout juste à se disperser, ce qui fait que les linéaires fluviaux qui sont affectés par la recharge sont relativement modestes. Et donc, l'une des premières étapes, ça a été de regarder, on est en cours hein, avec la thèse notamment d'Elisa Tass et la bourse CIF de la CNR, c'est de regarder où sont les points d'échantillonnage Roneco pour les invertébrés et les poissons, et savoir si ça peut, disons, être exploitable pour regarder les réponses écologiques. Et sans doute pas, parce que le schéma n'a pas été fait pour ça, et c'est pour ça que dans la prochaine contractualisation Roneco, eh bien, avec la thèse d'Elisa, les échanges qu'on aura eus avec l'équipe Roneco, ça permettra d'avoir une vraie stratégie pour aller mesurer ça. Et la thèse d'Elisa va permettre de dire, ben, les secteurs qui sont concernés, qui sont aujourd'hui, ont tiré profit de la restauration, voilà quels sont-ils. Donc ça, c'est le premier point. Et vous avez vu également pour la partie hyporéique, tout le travail de l'OSR depuis 5 ans, ça a été de caractériser le comblement interstitiel. Et je pense que maintenant, on a une très bonne image spatiale des secteurs qui sont euh, euh, affectés par un remplissage et ceux qui ne le sont pas. Et donc là aussi, on peut développer une stratégie d'échantillonnage au niveau biologique qui peut être parfaitement robuste. Et puis l'exemple que je vous ai montré avec Philippe, bah, finalement, le coup est parti d'une certaine façon pour la partie communauté riveraine. On a développé déjà la stratégie parce qu'on avait le contexte qu'on maîtrisait beaucoup mieux parce que ça s'était fait notamment dans tout le travail Roneco. Et bah, les premiers résultats sont ceux que je vous ai présentés. Merci Hervé, Oldric. Ouais, sur la deuxième partie de la question, super difficile, dans combien de temps pour des chercheurs, c'est... Alors, on est encore au stade expérimental, hein, je pense, voilà. Par contre, je dirais la trajectoire qu'on souhaite insuffler, eh bien celle-là, c'est-à-dire aller dans le sens d'une simplification des signaux et des systèmes pour que le système de métrologie profite au plus grand nombre et notamment aux collègues chercheurs et puis ensuite aux opérationnels. Donc, il y a bien entendu tout un temps d'expérimentation et ensuite comment dire, on va se casser les dents forcément sur chaque site, chaque rivière est différente. Donc voilà, c'est un vrai travail de métrologie, donc de terrain. Donc les aléas climatiques de castors, etc. sont présents. Euh, mais voilà, alors dès à présent, il y a déjà des collègues en fait qui s'emparent aussi de nos systèmes avec une métrologie simplifiée. Donc voilà, ils le testent aussi sur leur rivière. Et j'ai envie de dire, s'il y a des collègues ou des opérationnels qui souhaitent bah, mener un travail d'expérimentation, c'est-à-dire passer de la phase de la recherche à une phase d'opérationnalité, eh ben, ils sont les bienvenus, ils peuvent nous contacter, on peut éventuellement les accompagner en fait dans cette démarche. Ouais.
Ouais, si on prend l'exemple des RFID, je veux dire, les premiers déploiements de RFID, c'est sur l'Ain en 2005. À partir d'une dizaine d'années après, je pense que beaucoup de bureaux d'études étaient équipés et le suivi se font maintenant de manière très élargie. On peut penser effectivement sur les techniques de suivi en continu à 5 ans peut-être maintenant, parce que ça commence à être pas mal déployé. On devrait voir se multiplier ce type de démarche. Très bien, merci Aldric, merci Hervé. On peut peut-être finir sur, il y avait quelques questions dans le chat sur le fonctionnement hydrosédimentaire de certains secteurs particuliers. Donc il y avait une question de Benoît Kamenen sur la section en amont de Génitia et donc sur le fonctionnement de ce secteur sous contrainte de plusieurs barrages, notamment suisses. Et puis il y avait une autre question sur le fonctionnement du delta et sur est-ce que l'évolution des dynamiques de charriage avait un impact sur le delta. Ça, c'était François Bonny de la région Île-de-France. Et Hervé, vous avez répondu dans le chat, mais peut-être apporter un élément pour ceux qui n'auraient pas vu passer les... Oui, oui. Alors pour la première question, là où il y a du transport solide actif, eh ben, c'est le secteur de Méribel qui est nourri par l'Ain. Donc là, c'est vraiment le secteur où il y a un fort transport solide. L'Arve amène également des sédiments et donc il y a un flux sédimentaire qui se fait également sur le secteur à l'amont de Génitia. On a sur les profils en long des exemples de fosses un peu marquées qui existaient sur ce secteur et qui se sont progressivement comblées. Sur le delta, effectivement, là, on parle des sables, enfin des graviers et des galets, et des enjeux, en fait, sur les évolutions morphologiques des sections concernées. Quand on arrive au delta, ben, le petit gravier, il arrive jusqu'à Arles. Sur le delta, c'est du sable qui transite. Donc, vous savez que, effectivement, le sable, c'est une problématique en soi. Benoît est là, c'est le passager clandestin du fleuve et c'est celui où on doit véritablement avancer. On sait que potentiellement, comme les MES, le flux de sable est en train c'est fortement réduit du fait des stockages qui existent ici ou là, du fait du reboisement des versants. Mais effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir le traquer, de pouvoir le suivre et de pouvoir évaluer effectivement les quantités qui arrivent au delta. C'est un des grands chantiers de l'OSR, véritablement. Et puis sur ces questions, bah, je vous renvoie aussi aux deux cafés OSR qui ont eu lieu en début d'année, donc l'un sur les flux de sable et l'autre sur les transports de MES, de matières en suspension, qui sont en replay avec les présentations accessibles si vous voulez explorer ces sujets-là. Il y avait deux dernières questions sur plus des questions de gestion sur la transparence du barrage de Jonc. À partir de quel moment est-ce que le barrage est transparent? Et puis une autre question sur la réinjection éventuelle des sédiments piégés aux confluences. Donc ça, je pense qu'il y a peut-être une question pour Alexandre ou Ulrich sur la transparence des ouvrages. Et puis Hervé, les confluences, c'est vous qui aviez mis le doigt dessus lors de l'introduction. Oui, donc concernant le barrage de Jonc, en fait, ce barrage, on peut dire avec certitude que d'après les géophones et les RFID, que ce barrage, il est transparent pour les petites crues aussi, les grandes crues aussi, mais les petites crues aussi. On a également un travail qui a été réalisé dans un autre projet que l'OSR cette année par un postdoc ici, qui a pu mettre en évidence, grâce à des comparaisons de profils bathymétriques, des phases de remplissage et de vidange du barrage, en fait. Il y a une sorte de respiration, on peut dire ça comme ça, donc au niveau du réservoir du barrage. Sur les réinjections des sédiments piégés aux confluences, Hervé.
Oui, ben c'est une des ressources qu'on peut potentiellement solliciter, entre guillemets, facilement pour faire de la restauration du transit sédimentaire. Je pense que Frédéric Laval et son équipe là, qui ont travaillé sur le schéma de gestion sédimentaire ont fait un certain nombre de propositions. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la gestion patrimoniale, hein, de la charge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on la retire plus, alors que enfin, il y a quelques années, on la retirait du système, on pouvait la commercialiser ou l'utiliser enfin, pour les besoins des communes riveraines. Donc la charge est là et elle constitue un potentiel restauratoire. Très bien. Et ben, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous propose qu'on arrête ce café.